Bon mes amis, je suis là pour vous présenter donc le petit bouquin que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui est sorti cette semaine, qui s'appelle L'Union Européenne contre l'Europe. Vous avez dû le voir sans doute sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on a fait une petite publicité, et avec une préface d'Aymeric Choprade, qui est notre tête de liste en Ile-de-France pour les européennes. Donc voilà, c'est un petit bouquin que je vais laisser les exemplaires ici à la Fédération de Paris, vous pourrez l'acheter. L'argent reviendra à la Fédération de Paris, pas à moi. Voilà, alors pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est parce qu'en fait, depuis le départ, j'avais l'impression une impression vérifiée, et que vous avez dû tout savoir, que le débat sur l'Union Européenne se divisait entre les souverainistes d'un côté et les européistes de l'autre, à savoir ceux qui étaient pour la défense de la nation et rien que pour la nation, et ceux qui étaient les Européens de l'autre côté. Et en fait, c'était soit on était anti-Europe, pro-nation, ou pro-nation, anti-Europe. Moi j'ai toujours trouvé ça un peu difficile à avaler parce que j'ai toujours été patriote et je me suis toujours senti extrêmement européen. Donc en fait je ne voyais pas d'inconvénient à être à la fois patriote et être à la fois européen, et au contraire j'y voyais une certaine complémentarité. Donc c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que l'Union Européenne est utile à l'Europe? On sait, et ça ne sert à rien qu'ici je vous fasse la démonstration du côté négatif de l'Union Européenne pour la nation française, parce que si vous êtes là, c'est que, bon, vous le savez, que l'Union Européenne n'aide pas la France et lui a apporté pas mal d'avanies et pas mal de problèmes. Mais la question que j'ai voulu me poser était de savoir si l'Union Européenne servait l'Europe. Voilà. Est-ce qu'elle servait particulièrement ce qu'on appelle l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe? Ce sont des questions intéressantes. Et pas seulement la France. Et c'est à travers cette réflexion que j'ai voulu écrire ce petit bouquin. Alors, ça part déjà d'un point de vue tout simple, qui est de se dire l'Union Européenne n'est pas l'Europe. Et le problème, c'est que, vous savez, nos adversaires, à l'UMP, au PS, au centre, et même le citoyen lambda dans la rue, et même nous faisons l'erreur, nous avons tendance à dire l'Europe nous impose ceci, l'Europe nous impose cela, l'Europe nous fait cela, ceci. Alors qu'en fait, ce n'est que l'Union Européenne qui nous impose ses directives, ses règlements, sa façon de faire, et ce n'est pas l'Europe, encore une fois. Donc même nous, on parle d'élections européennes, on parle de traités européens, et on a tendance donc à faire l'amalgame entre l'Europe et l'Union Européenne. Or, évidemment, l'Union Européenne n'est pas l'Europe, parce que c'est comme si on considérait, si vous voulez, la République et la France. Vous voyez, c'est qu'on dit que la République, on pense à la France, c'est vrai. On a tendance, là, quand on dit, maintenant d'ailleurs, il ne parle plus que de la République, il n'évoque même plus la France. Sauf que la France, c'est autre chose que la République. Sous une monarchie, la France serait toujours la France. Sous un régime, sous un empire, c'est toujours la France. C'est un régime qui s'applique à la France. Alors effectivement, c'est lié. Ça peut se lier de manière très profonde. Mais ce n'est pas le pays. C'est un régime qui est sur un ensemble géographique. Et donc l'Union Européenne, ce n'est que ça. C'est un régime politique qui est au-dessus de l'Europe. Mais on peut très bien changer de régime. Et nous, Français, on en sait quelque chose. On est passé d'une monarchie à une république, et la France a continué, la France a changé d'orientation, et voilà, et c'est comme ça. Donc là, sur la question de l'Union Européenne, il faut bien considérer que c'est simplement un régime qui est appliqué à un espace géographique donné, et à des nations données. Donc bien considérer à chaque fois que l'Union Européenne n'est pas l'Europe. Et même dans le cadre de notre argumentation contre nos adversaires, toujours rappeler que nous ne sommes pas anti-européens, mais anti-Union Européenne. Pour une raison très simple, c'est que il serait extrêmement bête d'être anti-Europe, puisque l'Europe, c'est des réalités qui s'imposent à tous. L'Europe, elle existe par nature. C'est des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. On ne peut pas dire on est contre l'Europe, on est contre un continent, on est contre une civilisation, on est contre des peuples, on est contre une géographie, on est contre des nations. C'est pas possible. Parce que l'Europe, c'est ça. Il faut partir de la base. Du coup, pour savoir si l'Union Européenne sert l'Europe ou pas, il faut partir de la base et de se dire quelles sont les réalités européennes. Qu'est-ce que l'Europe? L'Europe, a priori, c'est des peuples donnés, des peuples qui historiquement sont caucasiens, qui vivent dans une culture helléno-chrétienne, et qui s'organisent en nations. Elles-mêmes depuis maintenant un siècle, pour certains un petit peu moins, des nations qui connaissent la démocratie. Et cet ensemble de peuples organisés à travers les nations respire dans une civilisation européenne, puisque personne ici, sauf les plus bornés, je ne sais pas, pourrait contester que
une église gothique en France, eh bien, vous pouvez avoir son équivalent en Allemagne, en Autriche, en Espagne, avec chacune bien sûr ses petites différences, mais c'est d'une manière générale la même civilisation. Donc les réalités européennes, c'est ceci, c'est des peuples, donc des peuples qui ont une essence, qui vivent en Europe depuis déjà 2000 ans, 3000 ans, donc c'est des vrais peuples qui sont ancrés sur ce territoire. Ce sont des nations, parce que ces peuples-là se sont organisés à travers les nations, au point même que l'Europe, en réalité la civilisation européenne, a inventé le principe national, et que, figurez-vous, le fait que l'Europe ait été le continent qui a créé le plus de richesses, sans aucun doute, dans tous les domaines, sur le plan artistique, scientifique, philosophique, artistique, économique, militaire. C'est la civilisation qui, de loin, dépasse toutes les autres. Il n'y a aucune autre civilisation qui a connu autant de scientifiques, autant d'artistes, et c'est nous qui avons inventé les avions qui volent dans le ciel, et tout le reste. Et Jean Bechler, le grand anthropologue, historien, sociologue, a travaillé là-dessus, philosophe, et pour lui, cette capacité qu'a eu l'Europe à inventer toujours plein de choses, et le fait que nous sommes dans des pays riches par rapport au tiers-monde, par rapport à l'Asie et tout le reste, c'est précisément parce que l'Europe connaissait la nation. Et c'est parce que l'Europe a été un continent qui n'a jamais pu s'unifier sous la botte d'un empire, jamais être uni de manière centralisée, et que justement elle a connu ces principes nationaux, qu'il y a eu une concurrence et une émulation à travers toutes les nations, qui a fait que cette concurrence perpétuelle nous a obligés à nous dépasser à chaque fois et à créer des prouesses dans le domaine artistique, scientifique et tout ce que vous voulez. Et vous pouvez le voir de manière très simple, c'est qu'il y a eu par exemple une vieille nation qui existe aussi depuis très très longtemps, qui s'appelle le Maroc. Le Maroc est une nation, un État-nation depuis très longtemps, même avant presque la France, sur lequel on peut être admiratif parce que le Maroc a connu un État. Mais étant un seul petit État dans un espace qui ne connaissait pas les nations et les États-nations, eh bien il n'a pas pu connaître cette émulation avec les autres. Et donc ça n'a pas pu faire comme en Europe. Et donc l'Europe par nature, et elle a besoin même de ce principe national, c'est une constitution et une organisation à travers les nations. Donc encore une fois, faire l'Europe sans les nations, c'est faire l'Europe sans l'Europe, puisque c'est la nature même de l'Europe que d'avoir des nations. Donc il faut partir de là, se demander si, à travers les réalités que l'on connaît, donc des peuples, des nations et une civilisation, si l'Union européenne a servi historiquement, et sert aujourd'hui, ces mêmes peuples, ces nations et cette civilisation. Parce que normalement, un régime politique, il est fait pour vous promouvoir, pour vous défendre et vous promouvoir. Sinon ça ne sert à rien de s'organiser, d'avoir un État. L'État, une organisation politique, elle est faite pour défendre le peuple et les réalités qui existent. Donc là, toute la question est de savoir si le régime politique qui s'applique aux réalités qui sont les nations, les peuples et la civilisation, eh bien, est-ce que ce régime politique-là aide tout cela, promeut tout cela, défend tout cela, ou au contraire leur nuit? C'est la grande question que je pose dans ce petit livre. Donc, pour y répondre, et vous connaissez déjà tous la réponse, mais pour y répondre, d'ailleurs elle est dans le titre, c'est l'Union européenne contre l'Europe justement, il faut partir de l'origine. Se demander tous ensemble quelles sont les sources même de l'Union européenne. Et ça permet déjà de nous renseigner pas mal. Aux sources même de l'Union européenne, vous le savez, maintenant que les archives de la CIA ont été déclassifiées, on sait très bien que l'Union européenne a été financée depuis le départ par de l'argent américain. Et ça, c'est pas un fantasme de complotiste, c'est su par tout le monde, notamment à travers la figure de Jean Monnet. Alors Jean Monnet, c'est quelqu'un dont vous savez qu'il possède plein de rues partout en France, qu'ils appellent la rue Jean Monnet, des places Jean Monnet. Et lui-même, le personnage, son cadavre dort tranquillement au Panthéon. Donc il est considéré comme un héros français, ce Jean Monnet, alors que l'on sait pourtant, aujourd'hui, de manière totalement certaine, et vous pouvez aller sur Internet, et tout le monde le reconnaît, que c'était un agent américain, un agent de la CIA, qui a été financé, et qu'il était un ennemi du général de Gaulle, et on connaît, à travers ses mémoires, à travers ce qu'il a pu écrire, quel était son objectif en fait à travers l'Union européenne. C'est quelqu'un qui était très très lié au milieu financier de Wall Street, qui était totalement fasciné par le monde anglo-saxon, au point que je vous le rappelle qu'en 1940, quand les Allemands ont déboulé sur la France, il avait proposé, comme super idée, mais c'est quelque chose qu'il avait déjà dans ses corbeilles depuis un certain temps, il avait proposé de faire des Français des Anglais. Il voulait que la France devienne anglaise, en fait, passe sous la coupe de la monarchie anglaise.
Donc pour un Français, c'est juste insupportable. Je veux dire, on s'est battu contre les Anglais depuis des siècles et des siècles, accepter de devenir citoyen de la couronne, c'est complètement fou. Et lui, il avait proposé en 40. Donc depuis le départ, c'est quelqu'un qui voulait fondre le monde européen dans l'espace anglo-saxon. Et donc son objectif pour cela, c'était de détruire à tout prix les nations européennes, parce qu'il savait pertinemment que c'est à travers les nations que les peuples européens ont un poids politique. Il fallait, pour dissoudre ces peuples-là dans un espace anglo-saxon, détruire toutes les souverainetés nationales pour que l'Europe ne soit qu'une sous-colonie américaine. Et c'était vraiment son rêve. C'est quelqu'un qui a sorti des phrases terribles, notamment sur le général de Gaulle. Il faut abattre le général de Gaulle parce que c'est quelqu'un qui... il y a la citation dans le livre, je ne me rappelle plus, mais il dit justement le général de Gaulle va garantir une indépendance de la France et même de l'Europe, donc il faut l'abattre, clairement. Enfin, c'est un fou. C'est un fou, un agent des Américains, totalement stipendié par les Américains. Et je vous invite à réfléchir 2 secondes sur le fait qu'on le célèbre, qu'on adore Jean Monnet, qu'il y a des statues pour lui, qu'il dort au Panthéon, et que c'est quand même terrible quand on a un petit peu d'honneur, parce qu'on se dit, c'est bien le seul pays, la France, et maintenant l'Europe, de manière générale, qui est capable de célébrer autant un homme qui était un agent de l'étranger. Est-ce que vous imaginez les Américains célébrer un type qui aurait été payé par les Russes ou par les Chinois? C'est juste impossible. Mais on est tellement tombé bas dans le déshonneur et dans l'absence de fierté que nous on célèbre un type qui était maintenant, on le sait, payé par l'étranger. Et en dehors de Jean Monnet, qui est un des pères fondateurs de l'Europe, toute la construction européenne, dans les années 50, a été financée à travers ce qu'on a appelé l'agence, le comité américain pour l'unité de l'Europe, dont tous les présidents, vice-présidents et trésoriers étaient des agents de la CIA. Et même d'ailleurs le président de cette agence, l'ACMUD, je me rappelle, c'est là-dedans, qui justement a financé la construction européenne, le président de cette agence américaine s'appelait Donovan, qui a été le créateur de l'OSS, pas OSS 117, hein, l'OSS américain, qui est l'ancêtre de la CIA. Donc en fait, vraiment, mais c'est fou, quand vous regardez la liste des noms qui finançaient justement la construction européenne, vous avez que des agents de la CIA, que des types qui étaient agents suisses, machin. Donc depuis le départ, la construction européenne est une invention américaine. Alors, dans un pays où on n'a plus trop d'honneur, comme je vous le disais, on peut très bien se dire, bon d'accord, ok, on est subjugué, on a été financé par les Américains, cette construction européenne-là, cette Union européenne-là a été financée et faite par les Américains, mais après tout, qu'importe, les Américains ils sont gentils, ils font tout dans notre intérêt, c'est toujours pour... ce sont des bons garçons, des bons boys, et sans eux, on n'aurait pas été libérés, donc c'est normal que nous soyons dominés par les Américains, l'important c'est que ça marche. Et après tout, c'est vrai, là j'ai eu ma main à couper, malheureusement, si l'Union européenne marchait, les Européens, qui n'ont plus aucun honneur, s'en foutraient complètement d'être financés et dirigés directement par les Américains. Et le problème, c'est que l'Union européenne, depuis 30 ans au moins, est un constat d'échec total. Donc non seulement, et évidemment qu'il y a un lien direct, parce que quand on a le déshonneur, on a aussi l'échec. On ne peut pas avoir le déshonneur et la réussite. Ou alors, enfin bon. Et bien non seulement ça a été financé par la CIA et par les Américains, et c'est piloté depuis le départ par les multinationales, et comme on va voir, mais en plus, c'est un échec total. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur l'échec parce que c'est là tout notre discours, et ça c'est un discours totalement souverainiste. Quand on critique l'Union européenne, ça n'a marché en rien. Ça n'a pas marché au niveau de la paix, parce que vous savez que l'un des arguments de nos adversaires, c'est de dire que l'Union européenne a garanti la paix en Europe, sauf que vous savez très bien que c'est les 2 guerres mondiales qui ont fait que les peuples européens étaient totalement épuisés, donc ils ne peuvent même plus faire la guerre. Il suffit de jeter un coup d'œil dans la rue, vous voyez la jeunesse actuelle, vous imaginez cette jeunesse partir avec la baïonnette contre les Allemands, c'est juste impossible. Et chez les Allemands c'est pareil, il y a la dissuasion nucléaire, il y a plein de choses qui font qu'il n'y aura plus jamais la guerre en Europe, c'est tant mieux d'ailleurs, mais c'est pas l'Union européenne qui garantit la paix. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a eu quand même des petits conflits au sein de l'Europe, notamment avec la Bosnie, dernièrement avec l'Ukraine, et on se rend compte qu'à chaque fois, l'Union européenne est infoutue de régler quelconque problème, que ce soit au Kosovo, en Bosnie, maintenant avec l'Ukraine, et non seulement parfois elle met de l'huile sur le feu, c'est encore pire. La Bosnie, il a fallu attendre l'intervention américaine pour que ça s'arrête. Le Kosovo, on a suivi les Américains, et aujourd'hui en Ukraine, la voix européenne ne se fait pas entendre, elle ne fait que se mettre dans le pas des Américains, parce qu'on l'Union européenne est bien incapable de régler quelconque problème sur son propre sol. Au niveau économique, vous le savez, je passe très vite là-dessus, c'est la zone du monde qui a le moins de croissance.
Même l'Allemagne, qui est le héros européen, n'a eu que 0,4 en 2013. Bref, niveau économique, c'est une zone qui a le plus de chômage au niveau, c'est exponentiel, notamment chez les jeunes, c'est près de 24% dans la zone euro. Enfin bon, ça vous le savez, inutile de rester trop longtemps là-dessus. C'est un échec au niveau de la protection de ces mêmes peuples, puisque le traité de Schengen que vous connaissez avait peut-être une petite pertinence lorsqu'il a été signé dans les années 80, parce que à l'époque l'Union européenne n'avait pas de frontières ouvertes sur le monde. À l'ouest il y avait l'Atlantique, et à l'est il y avait l'Union soviétique, donc en gros un mur complètement fermé. Sauf que le problème c'est qu'avec l'Union soviétique qui est tombée, et l'intégration de nouveaux pays dans l'Europe, comme la Grèce, eh bien on a eu des frontières totalement poreuses dans le sud-est et dans l'est, ce qui a fait que des millions d'immigrés clandestins ont pu rentrer tranquillement en Europe, et à travers ces immigrés clandestins, énormément de mafias. Donc même l'espace Schengen, si vous voulez, quand on s'est dit on va arrêter de protéger nos frontières au niveau de l'immigration, au niveau national, on va le donner au niveau européen, ça aurait pu être une idée intelligente, ma foi, pourquoi pas, moi je suis pas contre, hein. Sauf que ça ne marche absolument pas du moment qu'on y intègre des pays qui ont des frontières totalement ouvertes sur le monde, dans le sud-est et à l'est. Et c'est pas avec la petite agence Frontex où ils sont 500 fonctionnaires qu'ils vont arriver à maîtriser l'afflux immense d'immigrés qui arrivent chaque année. Et d'ailleurs, Leitinen, le chef de Frontex, a déclaré que l'immigration clandestine avait augmenté de 48% en un an, et qu'elle a augmenté de façon continuelle depuis les années 90. Donc au niveau même de la protection des peuples, là je vous parlais d'économie, je vous parlais de la paix, ça n'a pas fonctionné. Même au niveau des peuples, au niveau de l'immigration, ça n'a pas fonctionné. Et au niveau de la démocratie, vous le savez bien, et on risque hélas de le voir ce dimanche, on risque d'avoir un 60% d'abstention, quelque chose comme ça. Et parce que l'Union européenne n'a même pas été foutue de récupérer une légitimité démocratique, au point que les gens ne savent toujours, parfois certains Français ne savent même pas qu'ils sont dans l'Union européenne, ou c'est juste une vague idée, pour eux c'est une alliance entre pays européens, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et donc, personne ne connaît la plupart des dirigeants de l'Union européenne. Je rigolerais si ici, je vous l'ai déjà dit, quelqu'un serait capable de me citer au moins 3 noms de commissaires européens, voire même le président de l'Union, oui, mais toi, oui, même le président de l'Union européenne. Le président de l'Union européenne doit y avoir peut-être un Français sur 5 qui doit connaître son nom. Alors pourtant, le type est quand même président de l'Union européenne. C'est un titre quand même, c'est quelque chose. Et pourtant, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Donc ça n'a même pas fonctionné du point de vue de la légitimité démocratique. Donc l'Union européenne est un échec total. Et ça s'explique notamment par son fonctionnement. Le fonctionnement de l'Union européenne, dans l'esprit de Jean Monnet et justement de ses pères fondateurs qui ont été financés par les Américains, leur objectif était de récupérer la souveraineté des États, le maximum de compétences des États, pour la transférer à un État supranational qui s'appelle l'Union européenne, Bruxelles. Or, vous savez que toute l'histoire de l'Europe, parce que là aussi je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, parce que vous savez, Marine Le Pen n'arrête pas de tirer à boulet rouge là-dessus, sur toutes nos compétences qu'on avait autrefois et qui sont aujourd'hui données ailleurs. Toute l'histoire de l'Europe, c'est l'impossibilité d'une unification, justement. Parce qu'il y a trop de différences, et parce que c'est un territoire qui sera toujours morcelé à travers des identités différentes, même si elle respire une civilisation commune. Et c'est ce qui a fait, comme je vous l'ai dit, la grandeur de l'Europe, et toute sa richesse et toute sa prospérité. Donc là, ils y sont parvenus avec l'accord, justement, de tous les États, de tous les chefs d'État qui ont signé les traités. Mais ce fonctionnement, où on a retiré l'ensemble des pouvoirs importants des États pour les transférer à Bruxelles, s'est fait de manière totalement anti-démocratique, hein, puisque vous le savez, même quand les peuples refusent la Constitution européenne en 2005, on leur passe par derrière. Vous savez que les commissaires européens ne sont pas élus. Vous savez que le Parlement européen a des compétences qui sont extrêmement faibles. Et vous savez qu'en fait, et c'est là où c'est très important de comprendre cela, c'est que l'Union européenne est un régime, comme je vous disais au départ. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas de ministres européens, nous avons des commissaires. Comment vous expliquer ça? En gros, la politique de l'Union européenne a été déterminée par des traités ultralibéraux, qu'on va voir par la suite, et qui déterminent une politique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on choisit des commissaires européens, dont le terme est très intéressant, puisqu'un commissaire politique est fait pour appliquer une politique, non pour en créer une. Quand vous avez des ministres, vous avez des gens justement qui créent une politique, qui déterminent une politique, qui décident une politique.
Sauf que là, nous n'avons pas de ministre. Nous avons des commissaires, d'ailleurs des gens qui sont chargés d'appliquer à la lettre ce qui a été déjà déterminé en avant. Et la politique de l'Union européenne est déterminée par les traités. Donc là, je fais juste une petite parenthèse, c'est là tout le mensonge de l'UMP, du PS et de l'ensemble des partis européistes qui soutiennent que le président de la Commission européenne, s'il s'appelle Schulz ou Juncker ou je ne sais pas quel autre président de la Commission, voilà, pourrait orienter l'Europe d'une façon différente. C'est un mensonge total sur lequel il faut quand même les tacler, et moi je suis scandalisé de voir à quel point ils mentent, parce qu'ils le savent, si moi je le sais en ayant fait quelques recherches, eux-mêmes le savent très bien. Et ils mentent éhontément, parce que dans le fonctionnement, justement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas, si vous voulez, la Commission européenne, c'est pas un gouvernement. C'est ça, c'est un exécutif, mais c'était pas un gouvernement. C'est un petit peu subtil, mais il faut que vous arriviez à le comprendre. En gros, ils nous disent, le Parti Socialiste et l'UMP, que si on a une majorité au Parlement européen qui est de droite, eh bien on aurait des commissaires européens de droite, avec un président de la Commission européenne de droite, et donc qui mènerait une politique de droite. Et on entend surtout ça venant des socialistes, puisqu'ils disent, pour changer l'Europe, il faut que vous votiez pour des députés européens de gauche, socialistes, ce qui ferait qu'on aurait un président de la Commission européenne de gauche, socialiste, et donc l'Europe pourrait être réorientée à gauche. Tout ça est un mensonge. Parce que du moment que vous avez un président de la Commission européenne qui accepte fondamentalement les traités qui ont été signés avant, et il est fait pour ça d'ailleurs, et bien du coup, il sera obligé, avec peut-être des toutes petites nuances, mais qui jouent vraiment sur la main, il sera obligé, parce que c'est son rôle, il est mandaté pour ça, d'appliquer la politique de ces traités. Donc en fait, ce qui compte, c'est de changer les traités, c'est pas de changer la couleur du Parlement européen. Donc ils vous racontent des bobards toute la journée, et le savent, et c'est en cela que ce sont des menteurs incroyables, quand ils vous disent, selon la couleur du Parlement européen, eh bien on pourra réorienter l'Europe selon qu'elle soit plus sociale, plus écologiste, plus à droite, plus sécuritaire, plus machin. Tout ça est un mensonge. La politique de l'Union européenne est déterminée par tous les traités qui ont été signés, et les commissaires européens sont là pour appliquer cette politique. À l'instar d'ailleurs des commissaires politiques dans l'Union soviétique. Petite parenthèse, en Union soviétique, l'idéologie était l'idéologie communiste. Vous le savez que l'idéologie communiste venait du matérialisme historique, qui considérait que tout se faisait naturellement à travers l'histoire, que l'action des hommes jouait en fait très peu, que l'action des hommes était elle-même intégrée dans le développement de l'histoire. Du coup, pour un communiste, il ne s'agissait pas de décider d'une politique, puisque la politique était elle-même inscrite dans l'histoire, et qu'elle se faisait de manière scientifique. Donc c'est pour ça que l'URSS n'avait pas de ministres, ils avaient des commissaires politiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que la politique était déjà déterminée. Alors pour un communiste, c'était par l'histoire, et donc eux, ils n'avaient qu'à appliquer la politique déterminée par l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils avaient des commissaires. Et bien l'Union européenne, c'est un peu ça. Ils considèrent que la marche de l'histoire, c'est le libéralisme, et que de toute façon les traités sont ultra-libéraux, et eux n'ont qu'à appliquer cette politique-là. Donc là, rappelez-vous, parce que, rappelez-vous ça, c'est quand même un argument massif, c'est quand même une bombe à balancer à la tête de nos adversaires, parce qu'ils mentent lorsqu'ils disent que le Parlement européen, selon sa couleur, pourrait réorienter la politique. Alors, justement, sur ces traités, vous le savez, tous les traités, la plupart des traités de l'Union européenne sont d'essence, pourquoi je dis la plupart, tous, sont d'essence ultralibérale. C'est-à-dire que, depuis le départ, l'Union européenne s'est créée, sous l'impulsion des Américains et sous l'impulsion des multinationales, puisque vous allez voir notamment dans la négociation du l'acte unique européen, c'est des lobbies patronaux qui ont travaillé dessus. Depuis le départ, l'Union européenne a voulu faire en sorte d'être le modèle parfait de l'ultralibéralisme. C'est-à-dire d'être une zone qui ne se protège absolument pas, qui n'a pas de frontières, et qui laisse passer tranquillement les capitaux, les marchandises et les personnes. Et tout l'objectif de l'Union européenne, ça a été justement d'être le modèle de l'ultralibéralisme. Et c'est terrible à entendre parce que on peut penser parfois que les Américains, c'est la patrie mère de l'ultralibéralisme, ce qui est vrai en un certain sens, mais les Américains sont tout à fait capables de mettre des coups de canif dans l'ultralibéralisme lorsqu'il s'agit de défendre leurs intérêts. Et donc, je vais vous prendre deux exemples. Les Américains jouissent de ce qu'on appelle l'American Buy Act, c'est-à-dire que lorsque l'État fédéral fait une commande pour créer des autoroutes, je ne sais pas, faire des grands travaux publics, eh bien, ils sont forcés d'acheter à des productions américaines, produites sur le sol américain. Eh bien, nous, en Europe, nous n'avons pas l'équivalent de cela. Nous n'avons pas d'European Buy Act,
qui obligerait les États à acheter en France français, ou même européens. Nous n'avons même pas ça, parce que les règles de l'ultralibéralisme imposées par les traités nous obligent à être ouverts à toute la concurrence. Nous sommes également plus capables de financer largement, de subventionner nos industries stratégiques, alors que les Américains n'hésitent pas à le faire. Lorsque General Motors, qui était stratégique pour eux, est tombé, qu'ont fait les Américains? Ils ont financé un maximum General Motors et ils ont nationalisé General Motors. Donc quand vous entendez Jean-François Copé face à Marine qui dit vous voulez nationaliser Alstom, donc en fait vous prenez le programme de Mélenchon, vous êtes communiste, c'est une blague. Parce que les Américains ne sachent pas qu'ils soient très communistes quand même, c'est pas leur nature d'être communistes. Eh bien, lorsqu'il s'agit de défendre et de sauver leur industrie stratégique, ils sont tout à fait capables de nationaliser. Donc c'est pas une question de communisme, de socialisme ou de libéralisme, c'est une question d'intelligence pour défendre ses propres intérêts de son pays. Et ça, nous, l'Union Européenne, nous interdit aujourd'hui de nationaliser et de pouvoir subventionner nos industries. Et là, c'est là où ça devient vraiment vicieux. C'est que nos adversaires utilisent comme argument pour vendre l'Union Européenne les grandes réussites industrielles qui ont été Airbus et Ariane, vous savez cela. Ils disent, regardez l'Europe comme c'est beau, quand les pays s'associent entre eux, on peut créer des choses qui pèsent dans le domaine, dans les secteurs internationaux, comme Airbus et Ariane. Alors, l'argument que vous connaissez, c'est de dire, ça Marine me dit tout le temps et tout, de dire, mais Airbus et Ariane, ça a été fait entre les États et sûrement pas par le truchement de l'Union Européenne. Ça, vous connaissez cet argument. Mais vous pouvez aller même pire, vous pouvez en dire encore plus. C'est que non seulement les grandes réussites industrielles qui ont été Airbus et Ariane ont été faites à travers des coopérations étatiques et souveraines, et non pas par l'Union Européenne, ça vous le savez, et vous pouvez rajouter que pour que ces réussites industrielles aient été possibles, il a fallu que les États les subventionnent un maximum. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu Airbus, on n'aurait pas eu Ariane s'il n'y avait pas eu les millions donnés par la France, par l'Angleterre, par l'Allemagne, c'est-à-dire que c'était subventionné par les États. Et aujourd'hui, à travers les traités qui ont été signés dernièrement, l'Union Européenne empêche les États de pouvoir subventionner des grands projets industriels comme ça. Ce qui fait que ils nous emballent, comme on dit, parce que les partisans de l'Union Européenne utilisent Ariane et Airbus pour vendre l'Europe, alors qu'ils sont des menteurs incroyables, puisque non seulement ces projets industriels ne doivent rien à l'Union Européenne, mais en plus, l'Union Européenne empêcherait aujourd'hui qu'on ait pu faire des Airbus et des Ariane, puisqu'ils empêcheraient les financements de l'État. Donc c'est absolument incroyable. Donc au niveau de l'ultralibéralisme, ça vous le savez aussi, hein, Marine en parle souvent, j'ai pas besoin de rester des plombes là-dessus, je vous rappellerai juste comme argument, ça c'est un petit coup à donner à la gauche, que c'est pareil. Je vous disais qu'ils mentent totalement quand ils disent que si on élisait une majorité de députés européens socialistes, l'Europe serait réorientée à gauche. Ils mentent parce qu'à travers le fonctionnement, je vous ai montré que ça ne marchait pas comme ça, même ils mentent dans leur fondement, parce que la plupart des traités ultralibéraux qui s'appliquent aujourd'hui à l'Europe et qui font la politique européenne ont été signés et négociés par des dirigeants de gauche. C'est ça, on est, je veux dire, dans la... C'est une folie de mensonge, c'est absolument incroyable. Vous prenez de l'acte unique. Jacques Delors, qui est un socialiste. Vous prenez Maastricht, et l'acte unique c'est vraiment terrible, hein, c'est l'ultralibéralisme à fond. Vous prenez Maastricht, qui applique justement, qui dit en préambule dans Maastricht, le principe même de l'Union Européenne, c'est le libre-échangisme total, c'est l'interdiction de tout protectionnisme, et c'est l'alliance étroite avec les Américains, donc en plus c'est atlantiste, ce qui est très à gauche en général d'être allié aux Américains, qui font la guerre partout dans le monde et tout, enfin bon bref. Et Maastricht, c'est Mitterrand. Nice, 97, c'est Jospin. Et dernièrement, le tout dernier, le traité de stabilité européen, où à chaque fois que vous avez un traité européen, il reprend tous les anciens traités hein, dans son corpus. Donc il faut savoir que ça veut dire qu'il les valide tous. Eh bien, le dernier traité de stabilité européen, qui est d'essence ultralibérale également, a été signé par François Hollande. Donc quand on entend franchement les socialistes dire « il faut voter pour nous car on va réorienter l'Europe à gauche », c'est un mensonge le plus total. Et pour continuer sur les mensonges des socialistes, là on pourrait y passer la nuit, mais bon, ils nous parlent, vous savez, ils nous parlent du SMIC européen. Ils disent que si on vote pour eux, ils seraient capables d'assurer un salaire minimal partout en Europe. Vous savez quel est le salaire minimal en Roumanie? Il est de 150 €. En Grèce, je n'en parle même pas avec 1000 ABC et tout le reste. Donc, non seulement c'est totalement impossible à appliquer à l'ensemble de l'Europe, mais en plus, si jamais on devait avoir un SMIC européen, c'est précisément la fausse bonne idée, parce que
Évidemment, on ne va pas demander à la Roumanie d'hausser leur SMIC jusqu'au niveau du SMIC français, sinon le pays croulerait en 2 minutes chrono, donc c'est impossible. Donc il ferait la moyenne des différents SMIC, sachant que le nôtre est l'un des plus élevés. Vous imaginez bien que si on fait un SMIC européen à un même niveau, eh bien, ça serait plutôt vers le bas, vers l'étage du bas qu'on nous tirerait, et c'est évidemment l'objectif de tous les grands, les grands patrons et les multinationales. D'autant que vous devez savoir connaître un argument, si je le coupe parce que je sais qu'il va me poser 15 000 questions à la fin, d'autant que vous devez connaître un autre argument aussi très utile contre l'Union Européenne, et qui montre que ça ne défend absolument pas les peuples européens et l'économie européenne, c'est qu'il faut savoir quand même qu'à Bruxelles, il y a 3000 groupes d'intérêt qui sont institués. C'est-à-dire qu'il y a 3000 lobbies, mais officiellement institués. Hein. C'est-à-dire, c'est pas comme en France où les lobbies sont soi-disant interdits et n'existent pas. Alors, c'est qu'ils existent, mais ils n'ont pas le droit de se dire comme ça. Eh bien, à Bruxelles, c'est autorisé. Vous avez 3000 groupes d'intérêt qui sont présents tous les jours. Et autant vous dire que le peuple français et vous ne connaissez pas les commissaires européens, mais autant vous dire que ces groupes d'intérêt, eux, ils bouffent, ils prennent le café tous les jours avec les commissaires européens. Donc c'est pour vous dire à quel point toute cette Europe cette Union européenne, et l'Europe à cause de l'Union européenne, est gangrénée par les lobbies patronaux, par les multinationales et par les intérêts de l'ultralibéralisme qui se moquent complètement des peuples européens et de l'économie. Et dans les erreurs de l'Union européenne, il y a bien sûr l'euro. Puisqu'au niveau de l'économie, vous savez qu'ils ont voulu faire la monnaie unique. Et ils ont argué, c'est comme ça à chaque fois, de l'indépendance vis-à-vis des Américains. C'est toujours pareil, ils arrivent à nous avoir avec des arguments totalement falsifiés. Ils nous ont dit, et beaucoup de gens le croient encore ça, il faut l'Europe parce que face aux empires, face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis, il faut qu'on soit ensemble, parce que là, nos petites nations, tout étriquées, on ne sera pas capable d'affronter les empires. Et ça, vous dites ça à n'importe quel citoyen lambda, il se dit, oui, c'est vrai qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul, donc c'est mieux l'Europe. C'est un argument tout à fait basique, et il pense qu'à travers l'Union européenne, c'est le seul moyen, le seul expédient qu'il pourra avoir pour demain peser face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis. Sauf que, comme je vous ai montré, depuis le départ, c'est piloté par les intérêts américains et par l'argent américain, donc l'Europe n'est absolument pas faite pour être indépendante. Et au niveau de l'euro, c'est un petit peu le même argument. Dans les années 70, fin 70, quand on a commencé à penser à l'euro, vous avez quelqu'un comme Raymond Barre, par exemple, qui a écrit là-dessus, il était là, si on arrive à faire une monnaie unique européenne, on arrivera à contrebalancer le règne du dollar. Et là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail de la monnaie, ça fait je ne sais pas combien de conférences que je vous fais, où je vous dis qu'un jour je vous ferai une conférence sur la monnaie, je la ferai, mais en gros, le dollar règne sur le monde, et beaucoup d'esprits éclairés se sont dit qu'il faudrait relativiser ce règne du dollar, et en tout cas le contrecarrer à travers une monnaie européenne, les économies européennes étant beaucoup plus stables et beaucoup plus, stables et fortes que l'économie américaine qui passe par plein d'états de crise et crée des bulles sans arrêt. Donc une monnaie européenne serait plus fort et permettrait de contrecarrer le dollar. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné comme ça. On a donné la même monnaie avec la même valeur à des pays comme la Grèce, comme l'Espagne et l'Allemagne, des économies totalement différentes. Et puisque vous êtes au Front National, vous savez très bien qu'une monnaie, c'est pas un outil neutre, c'est quelque chose qui est totalement dépendant de votre structure économique, et qu'on a une valeur de sa monnaie qui est liée à sa propre économie, et qu'on ne peut pas appliquer une valeur monétaire à une économie, à des économies indifférentes et aussi dissociables que peuvent l'être la Grèce, l'Allemagne et tout le reste. Donc évidemment, l'euro comme monnaie unique n'a pas fonctionné, d'autant que vous savez qu'une monnaie est bâtie sur une banque centrale, c'est la banque centrale qui gère la politique monétaire, et que depuis le départ, et là aussi vous devez bien comprendre que l'Union européenne ne s'est jamais dotée d'une force politique pour pouvoir justement peser sur le monde, c'est que la Banque centrale européenne, vous le savez, est indépendante, et donc elle dépend des marchés et non pas d'une volonté politique. C'est-à-dire que la valeur de l'euro dépend des fluctuations du marché, donc du libéralisme le plus total, de l'ultralibéralisme, de la finance internationale, et non pas d'une volonté politique. La plupart, 99% des banques centrales du monde, dépendent d'une volonté politique, et elles permettent justement soit de financer des grands projets, soit de pouvoir choisir à peu près la valeur de sa monnaie en dévaluant, ou au contraire en faisant des politiques de monnaie plus fortes. Ça dépend de la volonté politique. Et d'ailleurs les Américains le font très bien, lorsqu'il s'agit de financer leur économie, vas-y que la Fed balance, il n'y a pas de problème. Que nous,
En Europe, et là ça vous explique tout, parce que justement on a été totalement construit à travers des intérêts privés, des intérêts des multinationales et du ultralibéralisme, et bien la Banque centrale est indépendante et dépend des marchés et non pas des États. Au point que vous savez que du coup, la Banque centrale européenne, même quand les États sont en crise, ne prête pas directement aux États, comme le fait la Fed, comme le fait la Banque centrale de Chine, comme le fait la Banque centrale de la Russie, et tout ça. Quand les États sont en crise, ils ont besoin de se refaire financer, mais passe par l'intermédiaire des banques privées, ce qui fait qu'on est dans un système totalement hallucinant en Europe, et qui vous montre bien, encore une fois, que cette Union européenne est au service des banques et de la finance internationale, et non pas des peuples européens et des économies européennes, c'est que la BCE prête à 0 ou 1% à des banques privées, qui elles-mêmes prêtent après aux États à 3-4%, ce qui permet aux banques privées de se faire un max de pognon au passage sur le dos des peuples, et ce qui nous impose après les plans d'austérité dont nous souffrons. Voilà, les augmentations d'impôts, les saignements à blanc dans la fonction publique, dans les services publics et tout ça, eh bien on le doit précisément à ce mécanisme-là. Alors ça, il faut le savoir. Pour parachever cet ultralibéralisme de l'Union européenne, pour vous montrer à quel point cela ne sert pas donc l'Europe, eh bien vous savez qu'elle est en train de négocier dans notre dos le traité transatlantique. Vraiment sur notre dos, puisque si vous voulez, en tant que citoyen français, vous renseigner sur l'évolution des négociations sur le traité transatlantique, il faut que vous alliez à l'ambassade américaine. C'est-à-dire, mais pas vous d'ailleurs, vous ne serez pas reçus, on a rien à foutre de vous, mais même Nicole Bricq, qui est la ministre qui a été chargée par le gouvernement de François Hollande de suivre les négociations sur ce traité transatlantique, ben chaque matin, on a une ministre de la République française qui va tranquillement à l'ambassade américaine pour y recevoir, et ses ordres évidemment, mais surtout l'évolution de la négociation, parce que nos politiques ne sont pas là-dedans, alors que le secteur privé et les grands chefs des multinationales suivent à la lettre les négociations, puisque vous savez notamment qu'à travers ce traité transatlantique, on donnera un pouvoir faramineux aux multinationales, qui pour la première fois de l'histoire pourront porter plainte contre l'État, si jamais ces multinationales considèrent que l'État ne met pas en place les meilleures conditions économiques possibles pour elles. On a vu notamment, parce que ce traité a été déjà fait entre le Canada et les États-Unis, on a vu dernièrement une entreprise porter plainte contre l'État du Canada et gagner, parce que le Canada avait refusé d'exploiter le gaz de schiste sur son territoire. Elle ne voulait pas, elle ne voulait plus. Et donc l'entreprise, qui avait déjà sorti ses tuyaux, a dit comment ça se fait. Elle a porté plainte contre l'État canadien, et l'État canadien a déboursé une somme faramineuse, c'est dans le livre, je ne me rappelle plus les détails, mais pour vous montrer que maintenant, on va mettre sous la coupe des multinationales les États et le secteur public qui représentent le peuple, c'est un petit peu gênant. Et le traité transatlantique est fait pour cela. Alors après, je vous passe tout le reste, vous êtes normalement au courant, si vous êtes au Front National, sur les modalités de ce traité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va s'ouvrir dans un espace commercial avec les États-Unis, espace dans lequel nous sommes déjà, puisque l'Europe n'a pas de frontières, mais qu'on va supprimer les dernières normes. Il faut savoir que dans cet espace commercial, les Américains réalisent sur nous un dumping monétaire, puisque le dollar est moins cher que l'euro, ce qui leur donne un gain de compétitivité qui est très fort, notamment pour les exportations. Ils réalisent sur nous un dumping social, puisqu'eux n'ont pas de SMIC, que nous on en a un, et ils réalisent sur nous un dumping écologique, puisque eux n'ont pas signé les protocoles de Kyoto, donc ils en ont rien à faire de l'environnement et de tout le reste, et la plupart du temps ils font tout comme des cochons, alors que nous, on est tenus par des normes écologiques. Donc en fait, dans cet espace de libre-échange, imaginez-vous, c'est eux qui vont gagner. Et de toute façon, dites-vous bien que si les Américains veulent le faire, c'est que ça va dans leur intérêt. Voilà, il n'y a que les naïfs débiles qui pensent qu'ils font ça pour nous, pour être gentils. D'ailleurs, Barack Obama a déclaré que ça allait créer des milliers d'emplois, des millions d'emplois aux États-Unis. C'est des millions d'emplois qui seront créés effectivement aux États-Unis et qu'on enlèvera à l'Europe, c'est évident. Et ce qui est dramatique, pour voir à quel point l'Union européenne ne sert pas les peuples européens, ne sert pas l'Europe, c'est que quand Barack Obama a décidé, sur un claquement de doigts, de faire le traité transatlantique, les Européens n'ont même pas réfléchi, même pas négocié, même pas interrogé plus d'une seconde. Ils ont tous dit oui, c'est bon, on lance les négociations. C'est incroyable de voir la vassalité totale du vieux continent et vis-à-vis du nouveau. Et d'autant que, si vous voulez, ce traité transatlantique qui va donc passer en 2015 signe la fin du rêve européen si jamais il devait y en avoir un. C'est-à-dire que tous ceux qui croyaient sincèrement, et il y en a, parce qu'il y en a notamment dans les vieilles générations, qui pensaient qu'on allait faire une Europe indépendante, une Europe puissance, une Europe forte, et bien là, le traité transatlantique prouve
que tout cela était du vent, puisqu'en fait, avec le traité atlantique, vu qu'on a déjà délégué le pouvoir militaire à l'OTAN, diplomatique quasiment tout à l'OTAN, si en plus on rentre dans un même espace totalement ouvert avec les États-Unis, où il n'y aura même plus de normes entre nos pays, même plus rien, ça veut dire que l'Union européenne et les nations qui la constituent seront des sous-colonies américaines. L'Europe en tant que telle est une colonie, et les nations seront des sous-colonies. Donc en fait la France, l'Italie et tout seront le 51e État, 52e État, 53e État des États-Unis. Donc on peut parler à la limite d'un rêve occidentaliste, mais le rêve européen en tant que tel est déjà mort. Voilà. Ça vous pouvez quand même le dire aussi aux européistes qui non l'Europe c'est bien, Erasmus, machin mon cul, ben oui, mais il est mort en tant qu'Union européenne. Et là je vous parlais, comme dit Aymeric Choprade, je vous parlais de l'avoir. Vous savez, il dit une phrase superbe dans ses discours, il y a deux verbes très importants en français, il y a l'avoir et il y a l'être. Là je vous parlais de l'avoir, je vous montrais que l'Union européenne ne servait pas du tout les intérêts économiques et matériels des Européens, mais l'Union européenne ne sert même pas l'être non plus au niveau de l'Europe. Et c'est à cela aussi qu'on peut voir que l'Union européenne est l'ennemi de l'Europe. Parce que, essayez de définir l'Europe. Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai vu une vidéo d'un reportage cet après-midi sur le colloque sur l'Europe qu'il y a eu devant la mairie de Paris la semaine dernière, là, vendredi, c'était vendredi je crois, vendredi ou samedi. Et donc les interrogateurs, les journalistes sont assez intelligents parce qu'ils demandent à chacun de ces petits Européens, à tous ces jeunes qui ont notre âge, qui ont tous les t-shirts, les rap c'est top et tout, et ils leur demandent à tous, ils leur disent qu'est-ce que l'Europe pour vous? Et c'est marrant, sur 5 ou 6, il n'y en a pas un qui est foutu de répondre. Ou alors c'est des réponses ridicules, c'est ce que je vais vous faire, là, je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus rien. L'Union européenne n'a pas été foutue de développer et de promouvoir l'identité européenne, la civilisation européenne, parce qu'elle s'est refusée depuis le départ de se définir avec des critères identitaires, ce qui est évident. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, ils disent quoi quand on leur demande ce qu'est l'Europe? Ils disent c'est la démocratie. Mais la démocratie, il y a plein de pays dans le monde qui sont des démocraties, ils ne font pas forcément partie de l'Europe. Donc ça peut pas être la définition de l'Europe, la démocratie. Les droits de l'homme, très bien, mais il y a des pays qui respectent les droits de l'homme et qui ne font pas partie de l'Europe. C'est une géographie? Même pas. L'Union européenne passe par-dessus la Suisse, passe par-dessus les Balkans pour y intégrer la Grèce, et vous savez qu'elle est en passe d'y intégrer la Turquie, ce qui me fait même... C'est l'Anatolie, la Turquie, l'Anatolie, et c'est pas du tout l'Europe. Donc... c'est même pas une géographie pour eux. Donc en fait, ils sont incapables de définir l'Europe. Et quand il y a eu une bribe un jour dans la Constitution européenne, on a voulu y intégrer les origines, les racines chrétiennes de l'Europe, ça a fait frémir tous nos technocrates européens, dont Jacques Chirac d'ailleurs, qui était président, qui a refusé, et on a même supprimé de la Constitution les racines, les références aux racines. Il ne s'agissait même pas de dire l'Europe est le continent chrétien, voilà, impossible, mais même de dire l'Europe a des racines chrétiennes. Ça a été barré. Donc en fait, il est terrible de dire que cette Union européenne a été incapable de se définir, et nous ne sommes rien. Et c'est Pierre Manant, le grand philosophe, qui a écrit, à chaque fois que l'Europe se propose, essaye de se définir, elle s'annule aussitôt. C'est ce que je vous ai dit. On est une démocratie? Bah oui, mais s'il y a une démocratie, ça marche pas parce qu'il y a des démocraties qui ne sont pas dans l'Europe. On est les droits de l'homme? Oui, il y a des pays qui se passent de droits de l'homme, mais ils ne sont pas dans l'Europe. On est une géographie? Bah non, parce que vous voulez mettre la Turquie, il n'y a pas les Balkans, il n'y a pas tout ça. Donc en fait, il n'y a pas de définition possible pour l'Union européenne. Et quand on n'est pas capable de se définir, c'est qu'on n'est pas grand-chose, c'est qu'on n'est rien, c'est qu'on est le néant. Et c'est là toute l'essence nihiliste de l'Europe d'aujourd'hui, et bien sûr qui arrange bien les Américains et nos adversaires, parce qu'on n'est plus rien au niveau identitaire. L'Europe a refusé de se définir avec une religion, a refusé de se définir au niveau des peuples, et a refusé de se définir au niveau d'une civilisation. Parce que si elle le faisait, quand on se définit, qu'on sait qui l'on est, eh bien on dit non à l'autre. Je sais qui je suis, donc tu ne me marches pas sur les pieds, et tu ne vas pas... je n'accepte pas tout de toi, c'est une question psychologique. Et vu que nous on n'est rien, ben on est ouvert à tout forcément. Parce que si on commençait à se définir comme une civilisation, eh ben on dirait non à l'immigration, on dirait aux Américains qui ne sont pas du tout européens en réalité. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais quand on se renseigne sur les origines de la civilisation dite américaine, on se rend compte que la civilisation américaine a été bâtie contre l'Europe. Les gens qui sont partis aux États-Unis voulaient créer un monde nouveau, justement anti-vieille Europe et anti-tradition européenne. Alors évidemment, ça, les mots là, qui sortent de ma bouche passent pour complètement fou devant un public moderne, on va dire, parce que pour lui, New York c'est la Mecque, il porte le même t-shirt que Barack Obama, enfin voilà, pour lui c'est la même culture, la même civilisation, sauf que c'est faux, totalement.
si on retrouve nos racines européennes et notre culture européenne, on se rendra compte que nous n'avons strictement rien à voir avec l'Amérique. Mais bon, pour cela, il faudrait retrouver ces racines, et l'Union européenne nous en empêche et ne le veut pas. Donc, voilà, pour faire court, pour faire une synthèse, vous voyez, en tout et pour tout, l'Union européenne, en tant que régime imposé à l'Europe, ne défend en rien l'Europe. Donc, en tant que patriote, en tant que souverainiste, et même en tant que grand Européen, eh bien, on ne peut que détester l'Union européenne et que vouloir l'abolir. Alors, l'abolir pourquoi, maintenant? Parce qu'effectivement, on peut se dire, on revient à nos nations, on sort de cette Union européenne, on l'abolit en tant que régime, il va bien falloir quelque chose quand même en Europe. On ne peut pas non plus considérer un pays comme l'Espagne ou l'Allemagne comme un pays d'Amérique latine ou d'Asie, comme n'importe quel pays, à travers des relations interétatiques. On a quand même un lien fort, notamment à travers une civilisation. Donc moi, ce que j'ai proposé dans ce livre, et c'est ce que propose également Marine à travers ce qu'on appelle dans notre programme la Confédération européenne, c'est déjà de partir donc des réalités, les peuples, les nations, la civilisation, de se demander qu'est-ce qui va le mieux servir ceci. Alors déjà, au niveau de la paix, il faut savoir qu'en 1815 a été signé un traité sur lequel dont on pourrait s'inspirer, qui s'appelait à l'époque la Sainte Alliance. Et la Sainte Alliance européenne a fait qu'il y a eu la paix en Europe totale pendant 40 ans, et qu'il y a eu la paix après pendant 60 ans, avec seulement quelques petits conflits mineurs, exactement comme nous au sein de l'Union européenne, on a le conflit bosniaque, le conflit kosovar, le conflit, voilà, c'est pareil. Donc c'est pas vrai de dire que c'est l'Union européenne qui a fait la paix et avant il n'y en avait pas, puisqu'il y a déjà eu des projets d'unification, pas d'unification justement européenne, mais d'alliance européenne, qui ont déjà garanti la paix au 19e siècle. Donc là aussi c'est un argument à leur balancer, de toute façon ils ne connaissent rien à l'histoire, c'est des villes mongoles et incultes, mais bon, il y a déjà eu au 19e siècle cette paix qui a duré pendant 40 ans non-stop, et qui a été fait à travers le traité de la Sainte Alliance. Et la Sainte Alliance était bâtie sur trois grands piliers, trois grands principes. Le premier, c'est le droit des nations, avec des droits avec un D majuscule, ce qu'on appelait à l'époque le droit des nations, à savoir la liberté totale, justement, laissée à chaque nation pour légiférer comme elle le souhaite en son sein. Vous voyez à quel point ils étaient plus intelligents que nous à l'époque, c'est qu'ils savaient que la France, elle a une culture politique, une tradition qui est différente de l'Allemagne, qui est différente de l'Espagne, qui est différente, et donc on sait mieux que quiconque, et que n'importe quel autre Européen, ce qui est bon pour nous dans notre propre pays. Donc il faut qu'on ait notre liberté législative en notre sein. Et ça, la Sainte Alliance était bâtie sur ce pilier-là, le premier, le droit des nations. Chaque nation est libre dans son propre territoire, on est maître chez nous, et comme on dit, justement c'est le principe du roi de France, il vaut mieux un petit royaume dans lequel on est maître que d'être intégré dans un espace dans lequel on ne maîtrise plus rien. Donc premier principe de la Sainte Alliance, c'était le droit des nations. Le deuxième principe, c'était évidemment l'alliance militaire et commerciale. Il est évident que dans un monde, dans le XXIe siècle et dans la mondialisation, il faut que l'on ait une liberté commerciale en Europe, mais ce qui a toujours été le cas. Je vous avais déjà dit une fois, et vous le savez, qu'en proportion, il y avait autant d'échanges entre les nations européennes avant la guerre de 14 qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc c'est aussi encore un mensonge monumental qui fait qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ou qui, voilà, de dire c'est quand même l'Union européenne qui fait qu'on achète des Mercedes et qu'on exporte des sacs Vuitton, enfin vous voyez, je sais pas quoi, qu'on échange au sein de l'Europe. Il y a toujours eu des échanges commerciaux au sein de l'Europe. Bon, la Sainte Alliance européenne était basée là-dessus aussi. Et puis l'alliance militaire, puisque vous savez que si les nations européennes, avec leurs forces militaires, nous sommes quand même les peuples les plus guerriers du monde, je veux dire, on a battu absolument la terre entière tout le temps. Si on s'allie chaque nation entre nous, personne ne viendra nous embêter, jamais. Si vous alliez les Allemands, les Français, les Espagnols, les Anglais et les Autrichiens, et en plus vous faites une alliance, vous faites un pivot entre la Russie et les États-Unis, bon, c'est pas les Chinois qui vont nous envahir demain, ni personne ne pourra jamais nous envahir. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait cette indépendance que les Américains ne veulent pas, puisque ça supposerait sortir de l'OTAN, pour avoir une véritable indépendance au sein de l'Europe. Donc il faudrait également une alliance, la Sainte Alliance, tablée sur une alliance militaire, qui faisait que si un pays de l'Europe était attaqué, eh bien les autres s'engageaient à lui porter secours. Et puis la Sainte Alliance était aussi bâtie sur un troisième pilier spirituel, plus original,
mais dans la vie, il n'y a pas que le matériel, il y a aussi l'esprit, il y a aussi justement le spirituel. Ce troisième pilier, c'était de se dire, chaque nation à l'époque, au XIXe siècle, se disait, on fait partie d'une même civilisation, qui à l'époque était monarchiste et chrétienne. Donc il s'agissait de défendre pour chaque nation les principes monarchistes et chrétiens. C'était ça à l'époque. Et donc chaque nation disait, on est toutes sœurs entre nous, parce que chacune, tout autant que nous sommes, nous vivons et nous respirons à travers des mêmes principes culturels, des mêmes principes de civilisation. Et comme je vous dis, cette Sainte Alliance européenne, qui s'appelait la Sainte Alliance, eh bien, a fonctionné pendant plus d'un siècle, et tout le XIXe siècle a été précisément le siècle de l'Europe, puisque c'est là qu'on a développé nos créations scientifiques de manière incroyable, qu'on a dominé la Terre entière, et l'Europe a vraiment eu un essor formidable au XIXe siècle, sous l'égide de cette Sainte Alliance. Eh bien, demain, je pense que pour l'Europe, quand on aura aboli l'Union européenne, qui, comme je vous l'ai montré, ne sert absolument pas les intérêts des peuples européens, des nations européennes et de sa civilisation, eh bien on pourrait essayer de créer une grande alliance européenne, on pourrait l'appeler la Grande Alliance européenne, et qui soit bâtie également sur 3 piliers qui ressembleraient à la Sainte Alliance européenne du XIXe siècle. À savoir le droit des nations, c'est-à-dire la souveraineté des nations. Chaque nation a le droit de légiférer et de rendre justice en son sein comme elle le souhaite. Le deuxième pilier, ce pourrait être évidemment une alliance commerciale et militaire dont la monnaie commune serait une des caractéristiques, puisqu'il est fort possible, et ce serait même très positif, de transformer la monnaie unique, c'est-à-dire la monnaie qui a la même valeur, qui dépend des marchés, et qui s'impose aujourd'hui à tous les peuples européens qui sont dans la zone euro. On pourrait très bien transformer cette monnaie unique en une monnaie commune, qui serait un panier de moyenne de toutes les monnaies européennes, qui serait beaucoup plus stable, qui permettrait aux échanges internationaux, et en vertu de la stabilité des différentes économies européennes, pourrait réellement remettre en cause la prééminence du dollar. Vous savez encore une fois pourquoi on n'a pas de monnaie commune, ce qui serait beaucoup plus intelligent. Ça permettrait d'avoir une monnaie nationale pour être adaptée à notre propre économie, mais également d'avoir l'euro, ou l'écu, ou ce que vous voulez, qui permettrait de peser, en tant qu'Européen, sur la scène internationale, pouvoir acheter face à la Chine, face aux États-Unis et tout, d'avoir une vraie monnaie forte et qui inspire plus de confiance, parce qu'elle ne serait pas justement cette monnaie unique qui risque de craquer toutes les 5 minutes, parce qu'on la donne à des pays comme le Portugal et tout, qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Donc, alliance commerciale, deuxième pilier, et alliance militaire. On pourrait se débarrasser enfin de l'OTAN, qui n'a plus aucune pertinence dans un monde qui ne connaît plus l'Union soviétique, où il n'y a pas de menace directe sur l'Europe. Donc on pourrait se débarrasser de l'OTAN et faire une alliance militaire. Et enfin, le troisième pilier, et j'en terminerai là, le troisième pilier, ce serait justement un principe d'ordre spirituel et d'ordre de l'identité, de se dire que le grand défi du XXIe siècle, le grand défi du XXIe siècle, et j'insiste là-dessus, c'est pas évidemment trouver du travail, tant que nous sommes, essayer d'avoir sa maison, son pavillon, son chien et sa voiture, oui d'accord, ça c'est un défi pour nos vies personnelles. Mais le grand défi de la civilisation de demain, on n'est pas uniquement, nous, au Front National des matérialistes, c'est pas uniquement ça. Le grand défi du XXIe siècle, c'est que la civilisation européenne se survive, parce qu'elle est en train de mourir aujourd'hui. Elle est en train de mourir à cause de l'immigration massive, elle est en train de mourir à cause de l'américanisation, elle est en train de mourir à cause du relativisme culturel, elle est en train de mourir parce qu'on perd nos racines, on perd nos âmes, et on risque de voir, courant le XXIe siècle, toute une civilisation qui a 2000 ans d'histoire, voire beaucoup plus, puisqu'on peut la remonter jusqu'à Homère, jusqu'à l'Iliade et l'Odyssée, toute une civilisation qui va disparaître de la surface de la planète, jusque dans son essence même, au niveau des peuples européens, à cause d'une immigration massive. Et le grand défi pour nous, qui est au-dessus, c'est une étoile, c'est pas simplement un besoin matérialiste, même s'ils sont très importants évidemment, bien, se dire que nous, notre génération, on va avoir à affronter ce défi au XXIe siècle. Et toutes les nations européennes, parce qu'elles sont porteuses de cette civilisation européenne, auront à affronter ce défi. Donc on pourrait établir une grande alliance européenne, également sur un troisième principe, un troisième pilier qui soit spirituel, et qui soit celui de se dire, nous, toutes nations européennes, espagnols, portugais, italiens, français, tous les peuples d'Europe, on appartient à une même civilisation qui est en train de mourir, et on s'établit comme une alliance pour également défendre et promouvoir cette civilisation. Et là, je peux vous dire qu'on aurait, avec cette grande alliance européenne, avec ces 3 piliers, une Europe qui soit vraiment au service de l'Europe. Voilà.
Et tout ça est là-dedans, il y a même plus de choses là-dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tout à l'heure, tu as parlé de la Banque Centrale Européenne, mais tu as oublié d'évoquer un argument, je ne sais pas si tu l'as évoqué dans ton livre, c'est l'argument juridique. Parce que techniquement, d'après la Constitution allemande, l'Allemagne, elle n'est pas obligée d'appliquer en fait à la lettre les traités, parce que les traités européens, ou tout ce qui est décision supranationale, est supervisé par la Cour constitutionnelle allemande. Le Karlsruhe. Le Karlsruhe, voilà. Et donc, ce qui fait que nous, Français, on l'a intégré dans notre Constitution, ce qui fait par exemple que les traités européens sont automatiquement appliqués, et même s'ils sont contraires à la Constitution française, doivent être appliqués comme nous. Alors que les Allemands, le droit allemand prévaut sur le droit européen. Parce qu'ils doivent veiller au bon fonctionnement de la démocratie, des Länder, etc. Mais ça vaut aussi pour la Banque Centrale Européenne. Parce que lorsqu'ils nous disent on va faire baisser l'euro, etc., cette décision, que François Hollande peut demander légitimement, doit être d'abord approuvée par la Cour constitutionnelle allemande. Et en ce moment, la BCE, Mario Draghi voulait faire quelque chose. Ils ont envoyé une requête, enfin je ne sais plus exactement le terme judiciaire, à la BCE qui a demandé comment dire, un délai de 6 mois pour répondre à la Constitution allemande. Donc ce qui fait qu'en fait la BCE est complètement en fait, asservie par l'Allemagne. Alors, encore une fois, c'est une banque indépendante du pouvoir politique. Mais en fait, le problème c'est que c'est très complexe. C'est pour ça que je n'y ai pas intégré l'Allemagne, parce que là ça nous oblige à ouvrir un autre chapitre. Parce que par rapport au fonctionnement même politique allemand, il y a une très forte, comment dire, un primat donné au privé, même au sein de l'Allemagne. Ce qui fait que quand tu dis les Allemands, c'est les grands patrons allemands. Donc en fait, c'est pour ça que quand je te disais que la BCE était dépendante du privé, des marchés privés et tout le reste, effectivement, dans ces marchés privés-là, tu as beaucoup d'Allemands. Et c'est ce qui nous donne l'impression que la BCE est contrôlée par l'Allemagne. Parce qu'il y a une interaction très forte là-bas entre le privé, comme en France d'ailleurs, comme partout, entre le privé et le public. C'est vrai ce que tu dis. Mais tu vois, ça m'aurait obligé de développer ça, mais tu as tout à fait raison, Félix. C'est tout à fait vrai. Pour revenir sur l'idée de Sainte Alliance, je trouve que c'est intéressant. La grande alliance européenne. Parce que là maintenant. On peut aussi définir comme entre guillemets alter européen. Voilà. Seul problème, c'est que concrètement, demain Marine Le Pen arrive au pouvoir. Est-ce que M. Cameron, M. Renzi, Mme Merkel voudront de cette Sainte Alliance? J'en suis pas convaincu et je me dis que finalement, pour que ce soit réalisable, il faut qu'on ait d'autres forces nationales qui prennent le pouvoir dans les autres pays européens. Alors, M. Orban en Hongrie, peut-être qu'il aurait notre alliance. Ouais. D'autres pays. Bah, tout ça, on peut pas gagner tout seul. Hein. Mais je me dis concrètement, à l'heure actuelle, c'est pas avec Conchita Wurst qu'on va faire une bonne alliance. Quoi. Donc il faut quelque part se dire aussi qu'on a aussi des alliés, mais que malheureusement on pourra pas. De toute façon, remarque quelque chose. Tu vois à quel point nous faisons partie d'une même civilisation et que nous connaissons aujourd'hui les mêmes mots, en fait, chacune de nos nations, à différents degrés, à différentes échelles. Mais il naît dans tous les partis européens des partis qu'ils appellent d'extrême droite, qu'ils appellent populistes, qui seraient prêts demain à défendre une autre idée de l'Europe, une vraie Europe. Une Europe qui sert les intérêts de l'Europe, pas cette Union européenne. Parce que les gens se disent concrètement, et là-dessus ils ont raison, c'est que nous demain si on prend le pouvoir, est-ce qu'on veut toujours finalement qu'il y ait un parlement à Bruxelles, à Strasbourg? Est-ce qu'on veut qu'il y ait des députés européens, oui ou non? Est-ce qu'on fait une alliance avec quelques pays en Europe? Est-ce que, voilà, en gros... Le problème de l'Union européenne, c'est les traités. Ouais. Donc c'est pour ça que je repars là-dessus, ça, rappelez-vous-en, c'est très important dans cette élection européenne, même si elle est pour bientôt là. Ils mentent complètement quand ils disent voter pour nous, on va orienter l'Europe plus comme ça, voter pour les écolos, l'Europe sera plus écolo, voter pour les socialistes, l'Europe sera plus socialiste, c'est faux. La politique, elle est déterminée par les traités. Donc nous, la France, si nous étions les seuls à prendre le pouvoir, nous les patriotes en France, et que les autres pays avaient un train de retard, bah nous on dirait ce que dit Marine très intelligemment, c'est-à-dire on va demander, nous, en tant que Français, de changer les traités, ce qui ne nous convient pas, et si jamais ils ne veulent pas en face, eh bien on posera par référendum la sortie de l'Union européenne. Ce qui fait qu'on n'aura plus à appliquer les traités. Marine est très cohérente là-dessus. On va demander d'abord, donc si on n'est pas les seuls à avoir gagné, qu'il y en a d'autres qui ont gagné avec nous au sein de l'Europe, ben on sera plusieurs pour dire on veut renégocier les traités. Mais si jamais on est tout seul, eh bien on dira très bien, on quitte l'Union européenne, en tout cas on demandera aux Français par référendum. Et le jour où la France quitte l'Union européenne, je peux le garantir que ils vont pas faire leur Union européenne sans la France. Ça, c'est pas possible. Quand même. Et par rapport à ces projets de grande Europe, est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, quelque chose qui n'est pas complètement une identité de la France, qui est à la fois une puissance continentale, aussi à travers l'Europe,
aussi une puissance thalassocratique. Donc, avec toutes ces façades maritimes, la France est comme, enfin, à moindre mesure que le Royaume-Uni, mais une puissance maritime, et donc doit s'affirmer dans le monde comme étant, comme le Royaume-Uni a su le faire au cours du XIXe siècle, à sa façon, la France doit porter sa voix. Donc, il y a une autre dimension, je me remarque, mais... Tout à fait d'accord. Ouais, C'est que tu connais cette phrase. Les larmes de nos souverains, donc en France, sont des larmes salées qui ont le goût de la mer. Parce que justement, la France, avec toutes ses façades maritimes, n'a pas été capable de développer un empire maritime monumental et de développer à fond son potentiel sur les mers. C'est ce qui fait que la France, par rapport au potentiel fou qu'elle a, voilà, les larmes de nos souverains depuis le départ ont le goût salé de la mer. Mais tu sais, dans cette grande alliance européenne, justement, si on met le primat au droit des nations, chaque nation a le droit, et a même le devoir, de se développer un maximum tranquillement. Donc sinon, nos atouts, c'est d'avoir justement un espace maritime, d'avoir les dom-toms, d'avoir notre deuxième espace maritime mondial, qu'il faut exploiter à tout prix et tout. On aura le droit de le faire, parce que la souveraineté primera dans cette Europe-là. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, c'est là où je vous invite à pas être borné. C'est pas parce qu'on est souverainiste qu'on est anti-européen. Parce que l'Europe, c'est les nations. Les souverainetés nationales. S'il n'y aurait pas eu d'Europe, on ne serait pas avec nos chemises, on ne serait pas avec une caméra, on n'aurait pas inventé la caméra, on n'aurait pas eu tous ces écrivains et tout, s'il n'y avait pas eu les nations en Europe. C'est les nations qui ont fait cette émulation entre les différents peuples et qui a fait qu'on s'est développé et qu'on a pu être si intelligent, si prospère et si grand. Donc c'est pas incompatible. Les souverainistes, on fait ce qu'on veut chez nous, mais d'être pro-européen. Il faudrait revenir aussi sur l'idée de l'Amérique qui chapeaute l'Europe. Il y avait une très bonne conférence de François Asselineau il y a quelques années où en 2 heures il t'expliquait entre guillemets, et d'ailleurs il y avait des extraits de Mitterrand, des extraits de Mitterrand qui disaient clairement en privé l'Amérique concrètement fait la guerre à la France. Il a dit avant de mourir. Voilà, il a dit avant de mourir concrètement l'Amérique fait la guerre à la France. On a parlé récemment de la NSA qui espionnait tous les pays européens. On sait aussi qu'il y a 15-20 ans, Pasqua avait renvoyé du sol français 50 espions américains. Et je me dis que malheureusement, alors là c'est mon côté un peu historien, c'est que l'histoire est construite de manière à ce que l'Amérique passera toujours pour le sauveur de l'Europe, qui nous a protégés du nazisme et du communisme, et que peu importe ce que pourraient nous faire les Américains, on dira toujours oui quand même vu ce qu'ils ont fait le sacrifice. Et est-ce qu'il n'y a pas du coup quelque part tu sais, une histoire à reprendre en main pour dire attendez, les Américains c'est pas entre guillemets Mickey, c'est aussi des gens qui voilà, défendent leurs intérêts et qui soient toujours bienveillants à notre égard. Et est-ce que du coup on n'a pas une histoire quelque part à reprendre en main et à dire voilà l'Amérique c'est aussi ça. Camarade, là tu mets le doigt sur la croix qu'on porte, que je porte moi personnellement vraiment très fort, parce que je sais quelque chose, là je vais être honnête avec toi et avec vous. Je connais les Français, je connais les jeunes Français, la plupart d'entre eux. Et ce que je viens de raconter là, est-ce que toi tu sais sur l'Amérique qui mène une guerre à mort contre l'Europe depuis le départ, qui nous prennent pour des cons? D'une, ils le savent pas, et même s'ils le savaient, ils s'en foutent. Et ça, moi, qui ai de l'honneur, qui aime ma liberté, c'est normal, n'importe quel être humain devrait aimer sa liberté, son indépendance, sa force, sa fierté, quoi, c'est normal. Mais les jeunes Européens, la plupart d'entre eux, je te dis, ils vont à New York comme les musulmans vont à la Mecque. C'est l'Amérique qui sont subjugués, on regarde que des films américains, on bouffe américain. Et c'est une souffrance qui est immense, et ça mettra, peut-être que dans notre génération, on ne connaîtra pas cette émancipation. Un jour, on y arrivera, parce que l'Europe est en dormition, et elle retrouvera son indépendance et sa force, et un jour ça viendra, j'espère. Mais peut-être que courant de notre génération, parce que déjà l'Amérique est un empire en déclin, totalement. Donc un jour, ils seront tellement au fond du gouffre que il n'y aura plus rien à admirer du tout. Mais c'est sûr que tant qu'ils rayonnent comme ça, qu'ils ont des GI partout dans le monde, on sera là, putain, Rimbaud il est trop costaud quoi. En gros, pour faire aussi un peu plus radical, il faut dire voilà, mais je oui sais, à l'Europe, mais non à l'Occident quoi. Avec ce que, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être... Là par contre, soyons intelligents. L'Europe, s'il était indépendante, serait d'ailleurs un facteur de paix très fort, puisque ce serait un pivot dans le monde entre l'Amérique, on va pas faire la guerre aux Américains non plus, et entre la Russie. Si on avait une Europe indépendante, on pourrait faire ce lien-là. Et puisque tu parles de ça, il faut le savoir quand même. Je vais faire une petite anicroche là-dessus, parce que peut-être que certains ici ne le savent pas. Pourquoi est-ce qu'on diabolise Poutine? Pourquoi est-ce que tout ça est financé par les Américains à fond et qu'il faut à tout prix couper l'Europe de la Russie? Parce que vous savez, ça a été écrit par les plus grands stratèges américains depuis le 19e siècle, Mackinder,
après les nouveaux, Berezensky, tout ça, on en parlait, mais ancien, c'était dans les années en 1920, je crois déjà, ou 1903, je me rappelle plus. Mackinder a travaillé là-dessus. En gros, l'Europe, la Russie et la Chine constituent ce qu'on appelle l'Heartland, le cœur du monde. Que si on arrive à faire des connexions très fortes entre l'Europe, la Russie et puis donc le continent asiatique, on crée une zone la plus puissante et la plus prospère du monde. Et cet empire terrestre est le pire adversaire possible de l'Amérique, qui est un empire thalassocratique. J'utilisais tout à l'heure ce terme. Donc en fait, c'est la puissance thalassocratique contre la puissance terrestre, c'est Rome et Carthage, depuis la nuit des temps c'est comme ça, et que du coup, l'intérêt des Américains est de surtout foutre la merde entre et les Russes et les Chinois, et les Russes et les Européens. Et donc, il va dire que ça paye les propagandes, Poutine c'est Hitler, les Russes c'est des méchants, parce que le jour où on s'associe entre Européens et Russes, ça met un coin dans la puissance américaine comme jamais. Et ça, ils le savent. Le problème, c'est que nous ne le savions plus. Mais eux le savent. C'est plutôt que de se concentrer sur une hypothétique, on va dire ça, nouvelle Sainte Alliance européenne, doit-on pas plutôt, nous Français, se concentrer sur la francophonie d'abord, le monde francophone, et justement, grâce au monde francophone, porter notre voix si particulière dans le monde qu'il a toujours été. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est exactement la même réponse que j'ai fait en termes de priorité. À propos de l'espace maritime. Oui, mais enfin, tu sais que la France est à se concentrer sur la francophonie et tout, très bien, elle doit profiter à fond de ses atouts. Mais c'est pas par la francophonie, malheureusement, qu'elle arrivera à obtenir des gains de puissance qui lui garantiront son indépendance. Effectivement, elle aura son indépendance au niveau national. Par exemple, je vais te prendre un exemple assez sérieux. Sur la question de la monnaie. Les Américains sont en train de faire aujourd'hui le traité transatlantique, c'est-à-dire une grande alliance commerciale, comme tu le sais, entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ce qu'ils sont en train de faire en douce, et ça personne n'en parle, ce sera peut-être un débat dans les années suivantes, c'est que là vous avez vu qu'on vient de faire une union bancaire au niveau européen. D'accord, vous avez suivi, c'est passé le mois dernier. Ce que les Américains souhaitent vraiment à travers le traité transatlantique, c'est faire une union bancaire américano-européenne. Afin de mêler, et notamment pour récupérer l'argent, les fonds des banques européennes, qui sont beaucoup moins endettés que les banques américaines. Et le jour où les Américains ont fait cette union bancaire, c'est-à-dire dans les 2 ans qui vont suivre le traité transatlantique, ils vont faire comme ça les Américains. L'euro, on n'en a plus rien à faire maintenant, vous pouvez tous le lâcher. Parce que l'euro, pas rentrer dans les détails, mais ne servira plus du tout l'économie américaine. Et le jour où les Américains vont faire ça, vous allez voir tous nos dirigeants politiques, les Hollande, les Sarkozy, le machin, l'euro c'est une mauvaise monnaie qui n'a pas fonctionné, nous avons toujours été contre et tout ça. Et tout le monde va sortir de l'euro. Et on reviendra à nos monnaies nationales. Mais nos monnaies nationales seules, inscrites dans un espace américain, commercial et bancaire, fera que nos monnaies nationales seules, le franc, les machins, on l'aura récupéré, nous, au Front National, on sera contents, putain, on avait raison avant tout le monde. On ressemblera aux pays d'Amérique latine, qui ont leur monnaie nationale, mais qui sont totalement adossés au dollar. Donc en fait, on aura le franc, on aura le Deutschmark, il y aura le pesetas, tout ce que vous voulez, nous on sera un petit peu contents, on aura une petite fierté, mais on sera adossé au dollar, et les Américains n'auront plus rien à faire de l'euro. Moi je te parle que quand on a retrouvé notre... Non mais à travers cet exemple, je te montre pourquoi il faut quand même se concentrer sur l'Europe, ce qui n'empêche pas de se concentrer aussi sur la francophonie. C'est que le seul moyen d'empêcher un truc pareil, c'est d'avoir quand même une monnaie européenne, mais sous forme de monnaie commune, non pas monnaie unique. Et là, cet exemple, pour toi, tu comprends peut-être pas le lien que je fais, mais c'est pour te dire que pour conserver une indépendance vis-à-vis des Américains, et vis-à-vis du monde d'ailleurs, pas forcément que des Américains, vis-à-vis de la Chine et tout le reste, il faut quand même avoir un projet européen, qui n'est sûrement pas l'Union européenne, mais un projet européen. Mais après, évidemment, que chaque pays, à travers le droit des nations, devra récupérer tous les atouts possibles et inimaginables qu'il a, et parmi les atouts français, il y a évidemment la francophonie. Personnellement, je crois plus en la francophonie qu'à une Europe des nations. Bah après ça c'est toi, mais en tout cas je te dis qu'on a besoin de l'Europe des nations si on veut être indépendant. C'est pas l'alliance, et on peut avoir les deux déjà, et c'est pas une simple alliance avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui fera qu'on pourra peser contre la Chine et les Américains, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi je me demandais si nous avons encore les moyens de notre souveraineté en fait. Alimentaire, satellitaire, est-ce qu'on a encore les moyens? Parce qu'une souveraineté ça se décrète pas. Il faut avoir les moyens de sa souveraineté. Donc, en quelque sorte, un état des lieux au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait redevenir souverain? Bah, ça dépend dans quel domaine, mais déjà d'une, je remarque un truc
que ce soit au niveau des projets industriels, que ce soit même par rapport à ce qu'on récupère de l'Union Européenne, c'est nous qui lui versons son argent. Donc en fait, vu qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, de toute façon, tout ce qui reste d'européens, ça a été bâti par les nations. Donc en fait, on a juste à reprendre le pouvoir sur ses propres trucs. Donc on a nos moyens. Et après, évidemment, que dans le monde de demain, pour ce qui est des grands projets, par exemple satellitaires, il faudra évidemment s'associer avec des pays européens. Parce que là, pareil, tu vois, tu feras pas l'Europe des Nations, mais tu feras pas un satellite avec le Sénégal. Oui, Tu feras un satellite. Je pas dit que j'étais contre l'Europe des Nations. Voilà, mais je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, pourquoi c'est important aussi l'Europe. Parce que on aura effectivement, tu as tout à fait raison, on aura une station internationale dans l'espace, on aura des satellites, on aura des machins, parce que précisément, on pourra mettre des actions en commun. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une grande alliance européenne, on pourrait très bien créer une sorte de, je sais pas moi, de coordination européenne, d'intelligence économique, qui permette de penser, ça ce serait très intelligent pour le coup, de penser des grands projets en faveur de l'Europe. Et ça, ce serait des pays qui mettraient ça en commun. Je pense que, comme tu disais durant ta conférence, on n'est pas matérialiste au Front National, il y a aussi l'idée de la civilisation et de la culture. Je pense qu'on a intérêt à promouvoir la culture européenne. L'Europe, c'est Homère, Iliade de Disney, Platon, Aristote, Charlemagne. Et pas que, tu sais, non, parce que là, ça fait vieux, mais. Ça fait... Non, mais c'est pas. Non, mais moi, tu prêches un converti là, mais disons que le petit jeune qui est devant. D8, touche pas à mon poste là, et tu lui dis Homère, l'Iliade et tout, il va te dire ouais d'accord. Il va pas comprendre si tu veux. Mais pour te dire que même au niveau festif, au niveau de pour la jeunesse, il y a plein de choses à faire. Moi j'ai eu la chance là, de découvrir l'Autriche par exemple. Il y a 2 ans, non pas Conchita. Tu peux voir par exemple, ça c'est rare, tu vois, en Europe aujourd'hui, et ça vit que dans certains petits pays. Tu vois que la tradition peut être vive par exemple en Autriche justement. Tu vas à Salzbourg, tu vas voir des filles en robe traditionnelle et avoir leur smartphone, tu vois. Elles ont leur smartphone, elles sont plus modernes que toi, d'ailleurs elles ont plus voyagé que la petite française gauchiste qui se croit moderne parce qu'elle a son jean. Mais si tu veux, elle est plus moderne, elle est plus ouverte sur le monde, mais elle a conservé certaines traditions. Elle est 10 fois plus heureuse la plupart du temps que des gens totalement aliénés et déracinés qui sont à plus rien, citoyens du monde, ouverts sur tout. Donc on est capable, et tu le vois notamment la société israélienne par exemple. La société israélienne est arrivée à faire une certaine synthèse entre la tradition juive et c'est une des sociétés les plus ouvertes sur le monde, les plus modernes, créatrices de plein de choses et tout ça. Donc il est possible dans le monde d'adapter nos traditions, qui sont les plus belles du monde pour nous en tant qu'Européens, qui sont les traditions européennes, et la modernité. Et c'est pour ça qu'on peut arriver effectivement, il faut que nous, notre génération, arrivions à créer la synthèse en allant chercher notre tradition, en étant fiers de notre tradition, et en l'adaptant bien sûr à la modernité. C'est que comme ça qu'on arrivera à avoir une existence indépendante, fière d'elle-même, et heureux. On sera plus sous anxiolytique et être déprimé parce qu'on n'est plus rien. Alors ça, je pense que c'est effectivement notre travail, c'est notre défi à nous, de pouvoir être traditionnel, mais tout en étant tout à fait moderne. J'ai une question sur l'Angleterre en fait. Cette grande Europe-là qui, je l'espère, arrivera un jour. Quelle sera la position de l'Angleterre? Alors ça, je n'en sais rien du tout. Sur les Anglais, je sais absolument pas. Ils voulaient sortir, ils n'ont jamais voulu être dedans. Le fait est que, ça sur la question de l'Angleterre, est-ce qu'elle participerait à cette grande alliance européenne? J'en sais rien. Mais le fait est que les Anglais connaissent nos problèmes. Ils connaissent le problème de la financiarisation, de l'ouverture totale du monde à travers la finance, c'est même eux l'une des causes. Ils connaissent l'immigration massive, ils connaissent aussi la perte de culture, d'identité et tout le reste. Donc il pourrait se trouver des Anglais qui auraient envie de participer justement à ce grand défi du XXIe siècle, à savoir la survie et le développement de la civilisation européenne. Ils pourraient. Mais après, tu sais, les Anglais, c'est jamais avec eux, hein. Ça, on verra. Par rapport à la culture, donc l'unité culturelle, il y avait un très belle phrase de Gustave Tigon, philosophe catholique, qui disait que... C'est écrit sur Nietzsche notamment. Ouais, qui disait que le beau mène au vrai et qui mène vers le bien. Et donc voilà, c'est ça. Très platonicien ça. Oui, et donc
enfin, c'est ce qui signifie que bah, voilà, c'est vraiment en se constituant quelque chose de beau, qui est commun, beau, qu'on va vraiment pouvoir se faire une identité. C'est à partir de Bah là. oui, bah tu vois, C'est comme ça que tu touches quelque chose de vrai, tu vois. Par exemple, la différence entre la civilisation américaine et la civilisation européenne, c'est que l'une a fait le primat sur la quantité, matérielle, quantité, Voilà. que l'Europe c'était plutôt la qualité. Et aujourd'hui, on est dans la merde, mais simplement Aussi penser la à- consommation, tout machin. aussi Voilà, penser- voilà, si on retrouvait les sources même de la civilisation européenne, ce serait plutôt justement le beau, la qualité, Dutch qualité, plutôt que la quantité américaine, matérialiste, tout le reste. Voilà. Mais ça, c'est des pistes, mais ça va être notre défi. Et je vais te dire, c'est un tel défi que c'est même pas nous qui allons le trancher. Cette question-là, ça va être nous, notre génération, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants. Ça, c'est le grand défi de tout le 21e siècle, dont on commence à peine, nous, notre génération, regarde, on est combien dans cette salle? Un peu nombreux. À en avoir un tout petit peu conscience. Parce qu'effectivement, la plupart des jeunes, et même ceux qui votent pour le Front National, ça, on n'a pas compris encore. C'est normal. Parce qu'on commence juste à se réveiller là-dessus. Mais ça va être, à mon avis, le grand enjeu du 21e siècle, et qu'on peut perdre d'ailleurs. Mais bon, tu auras des résistants. Une autre question? Bon bah voilà. On va se faire un peu, on va cultiver un peu l'avenir.